3 clés, 2 suspects, une boîte aux lettres disparue. Bienvenue à Conte Policier, je suis votre animateur Louis. J'adore voir cette communauté grandir. Dites-moi d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Vos commentaires sont très importants pour moi, j'adore les lire. Commençons. C'était le genre d'après-midi de fin de printemps que les villages anglais semblent m'aiser à produire à la demande. Un soleil doré filtrait à travers les branches des châtaigniers et des frênes. Les oiseaux chantaient avec un enthousiasme alarmant et un léger parfum de fleurs de sureau flottait dans l'air. Dans le village de Little Witchwood, un lieu si pittoresque qu'on aurait dit peint à la main sur un biscuit, la garden party annuelle de l'église battait son plein. Des dizaines de villageois, vêtus de leurs plus beaux habits du dimanche, se pressaient sur la pelouse du presbytère, zigzagant entre les tables à tréteaux ornées de guirlandes et chargées de génoises, de scones et de tartelettes. Les enfants couraient en criant à travers les buissons, le pékinois de Madame Bishop claquait des chevilles et le révérend Calthorpe planait au-dessus de la tombola, annonçant avec enthousiasme chaque gain comme s'il s'agissait du salut même. Mademoiselle Jane Marple, assise tranquillement sous un parapluie en toile rayée, sirotait une légère eau d'orge citronnée et faisait mine de ne pas remarquer les remarques acerbes de Madame Drury sur le fou aux groseilles de Mademoiselle Flint. Elle portait un chapeau lavande pâle et serrait un sac à main impeccable sur ses genoux. Ses yeux bleus, toujours aussi perçants derrière des lunettes à bordure de dentelle, perçaient tout, la pointe d'agacement dans un sourire, le regard nerveux échangé entre deux personnes qui ne devraient pas se connaître. Jusque-là, la fête s'était déroulée avec une agréable prévisibilité. Du moins, jusqu'à ce que M. Léonard Blackwell s'effondre la tête la première dans une assiette de gâteau Battenberg. Il y eut un silence terrible dans l'un de ces moments où quelque chose de bizarre se produit, mais où l'esprit se rebelle avant que le chaos n'éclate. Madame Calthorpe hurla. Le jeune Tom Jennings courut chercher le docteur Miles. Mademoiselle Flint laissa tomber une cuillère de service. Quelqu'un, probablement Madame Headley, demanda du cognac. Miss Marple, totalement inaperçue, posa sa tasse sur la soucoupe et se leva. Elle s'avança lentement vers la foule rassemblée, non par infirmité, mais parce qu'elle avait appris depuis longtemps l'importance de laisser les autres réagir en premier. Le corps de M. Blackwell avait été roulé sur le côté. Ses yeux étaient entouverts, vitreux. Une trace de glaçage rose et jaune collait à sa joue. Le docteur Miles était déjà à genoux, vérifiant son pouls, puis secouant la tête d'un air sombre. Il est parti. Une crise cardiaque massive, je dirais, le pauvre. Un murmure parcourt l'assemblée. Léonard Blackwell, mort, à 62 ans, il était le notaire le plus prospère de Little Witchwood, président du conseil paroissial et juge habituel du concours de marmelade du Wisconsin. Un homme difficile à aimer, mais indéniablement présent. Un cœur ? Demanda le révérend Calthorpe, hésitant. Il avait parlé de palpitations la semaine dernière. Le docteur Miles hocha la tête ? Oui. Ou un accident vasculaire cérébral. Bien qu'il n'ait pas l'air malade pour l'instant, murmura Miss Marple presque pour elle-même. Il avait plutôt bonne mine. Il semblait plutôt content de lui. Les mots flottaient doucement, noyés dans le flot croissant des condoléances murmurées. Mais le regard de Miss Marple ne se posa pas sur le cadavre. Il se porta plutôt sur une femme debout sur le côté, immobile. Marjorie Blackwell, veuve de Léonard depuis 38 ans, était pâle mais les yeux secs. Son expression n'exprimait pas le chagrin mais quelque chose de plus difficile à cerner. Puis une chose étrange s'est produite. La receveuse, mademoiselle Elsie Gregg, se fraya un chemin jusqu'à l'avant et s'agenouilla près du corps, non pas pour pleurer, mais pour vérifier la poche de poitrine du blazer de Léonard. Elle y plongea la main, fronça les sourcils, puis surprise par son geste, se leva précipitamment. Les sourcils de Miss Marple se haussèrent d'1 millimètre. Et quand, moins de 5 minutes plus tard, Miss Gregg marmonna quelque chose à propos d'une clé manquante et s'évanouit aussitôt dans les rhododendrons, Miss Marple comprit. Ce n'était pas un accident, c'était un meurtre. Little Witchwood n'était pas un lieu où la mort survient réellement, sauf si l'on songeait au vieux Monsieur Sims, décédé paisiblement dans son sommeil après 2 tournées de dinde et 3 exéresses le Noël précédent. Certainement pas au milieu de la pelouse du presbytère lors d'une fête paroissiale, et certainement pas à quelqu'un d'aussi visible et direct que Léonard Blackwell. Le lendemain, à l'heure du thé, la nouvelle avait fait le tour du village, des murs de pierre sèche de Hilltop Cottage aux avant-toits de Willow's End. Et avec elle, les spéculations, de plus en plus vives à chaque nouvelle. C'était son cœur, aussi pur qu'un pudding aux prunes, déclarait M. Dempsey, l'inspecteur des chemins de fer à la retraite, devant une demi-pinte au Hare and Fern. Il s'était tué au travail. Cet homme n'avait jamais cessé de s'agiter pour des bêtises paroissiales. Du travail, rétorqua Madame Finch, la femme du marchand de légumes, dont la voix était toujours légèrement scandaleuse. Je dirais plutôt que c'était de la machination que du travail. Et vous avez vu comme sa femme restait plantée là ? Elle n'a même pas cligné des yeux.
Dans l'épicerie générale, on entendait Miss Pratt insister sur le fait que c'était l'idiot de la groseille à maquereau, vous savez, de la table avec la banderole qui avait fait ça, tandis que le jeune Tommy Jennings assurait à un cercle d'amis d'école ravis qu'il avait vu Monsieur Blackwell tituber et se tenir la poitrine quelques instants avant de tomber, comme dans les films. Dans le salon de Rose Cottage, Miss Marple remuait son thé d'une main délibérée tandis que sa vieille amie, Dolly Bantry, était perchée nerveusement sur le canapé en face, tirant sur ses gants. « Je n'ai jamais rien vu de tel, Jane », dit Madame Bantry, la voix oscillant entre horreur et émotion. En plein dans le Battenberg, un instant, il se régalait, et l'instant d'après, il était complètement figé. Et l'expression sur le visage de Marjorie, pas une larme. Sans vouloir être méchante, elle était presque indifférente. Miss Marple hocha la tête. Le choc peut prendre de multiples formes. Le silence peut parfois être aussi bruyant que l'hystérie. Oui, mais Marjorie m'a toujours semblé, comment dire, terriblement contrôlée. Des eaux calmes, vous savez, et pas une veuve pour laquelle on pourrait s'attendre à beaucoup de sympathie. Dolly se pencha en avant. « Jane, tu trouves ça naturel ?» Miss Marple ne répondit pas directement. Elle regarda plutôt vers la fenêtre, où la lumière de fin d'après-midi filtrait à travers des rideaux de dentelle. « Il y a des moments dans la vie, dit-elle doucement, qui semblent un tant soit peu répétés, comme si quelqu'un les avait planifiés, non pas dans leur sens dramatique, mais dans leurs subtils détails. Et lorsque la pauvre Miss Gregg s'évanouit, ce fut l'un de ces moments. Madame Bantry cligna des yeux. « Elsie Gregg, la postière ?» Elle a vérifier la poche de la veste de Leonard Blackwell avant même que le médecin ne déclare son décès. « Oh mon Dieu !» Et elle a murmuré quelque chose juste avant de s'évanouir. Je n'ai pas tout saisi, mais il y avait le mot « clé ». C'était comme si quelque chose qu'elle s'attendait à trouver là n'y était pas. Dolly serra plus fort son sac à main. « Et ça veut dire quelque chose ?» Miss Marple esquissa un sourire doux. « Ça dépend, ma chère. » Si Monsieur Blackwell avait quelque chose à cacher ou à protéger. Pendant ce temps, dans la résidence Blackwell, Primrose House, Marjorie Blackwell se tenait devant le grand bureau, ses lourds tiroirs entr'ouverts, les mains immobiles au-dessus. C'était une grande femme pâle aux traits anguleux, le genre de femme qui avait pu être belle autrefois, mais qui était maintenant figée dans une sévérité éternelle. Le bureau était resté intact depuis la dernière fois que Léonard l'avait utilisé. Papiers empilés rigoureusement, encriers fermés, rideaux légèrement tirés pour atténuer l'éblouissement. Les doigts de Marjorie tremblaient légèrement lorsqu'elle ouvrit un petit tiroir sous le bureau que Léonard gardait toujours verrouillé. Il était maintenant mystérieusement ouvert. À l'intérieur se trouvaient les bagatelles habituelles, des chéquiers, quelques lettres, un presse-papier en laiton en forme de hibou. Mais le petit boîte qui contenait autrefois 3 clés de boîte aux lettres a disparu. Marjorie inspira lentement et referma le tiroir avec un léger clic. Elle traversa la pièce jusqu'à la cheminée et prit la photo encadrée de son défunt mari. Il la regardait d'un air sévère, la moustache impeccablement taillée, l'air manifestement satisfait. « Oh, Léonard !» murmura-t-elle. « Qu'as-tu fait ?» Au bureau de poste du village, mademoiselle Elsie Gregg avait retrouvé son calme, mais pas son sang-froid. Cet après-midi-là, elle était assise derrière le comptoir, manipulant ses reçus et comptant mal ses timbres, tout en esquivant les regards curieux de chaque client. Elle ne savait pas à quoi s'attendre en fouillant la poche du blazer de Léonard. Preuve peut-être qu'elle n'avait pas imaginé la conversation étrange d'il y a 3 jours. Mais il n'y avait rien eu, et maintenant son moment de panique avait fait d'elle un sujet de conversation. Elle soupira et ajusta ses lunettes. Derrière elle, une armoire fermée à clé contenait les clés de la poste, parfaitement rangées. Eh bien, presque parfait, il aurait dû y avoir 3 clés marquées pour Primrose House, une pour la boîte aux lettres de la porte principale, une pour le bureau de poste privé de Léonard, et la 3e pour quelque chose de complètement différent. Mais il n'en restait que 2. Mademoiselle Gregg regarda la rangée de crochets et sentit un frisson parcourir ses épaules. Elle n'en avait parlé à personne, pas encore, et maintenant, Léonard Blackwell est mort. Mercredi, l'inspecteur Colin Graves arrive de la police du comté. Homme trapu, les cheveux coupés courts et l'air résigné de quelqu'un qui avait vu trop de morts accidentelles liées au vin de sureau et aux échelles, il rencontra le docteur Miles et prit des notes d'une main lasse. « Rien ne suggère un acte criminel », a déclaré le docteur Miles. Aucun signe de traumatisme, aucune blessure. Probablement une crise cardiaque, même si j'ai envoyé des analyses sanguines, par formalité. Grave soupir. Je suis là uniquement parce que la sœur du commissaire était au festin et a insisté. L'avocat du coin s'effondre pendant le gâteau éponge, ce qui ne nous regarde généralement pas. Et pourtant, dit le docteur Miles à voix basse, il y a quelque chose d'étrange dans tout cela, Colin. L'inspecteur leva les yeux. Je n'ai encore aucune preuve médicale, je le sais, continua le médecin. Mais je suis médecin de village depuis 20 ans. J'ai vu des hommes s'effondrer, mourir de toutes sortes de manières. Léonard Blackwell n'avait pas l'air surpris.
ni effrayé, il avait l'air satisfait, comme un homme qui venait d'accomplir quelque chose. Peut-être avait-il exclu quelqu'un de son testament, murmura Graves. Ça pourrait expliquer pourquoi sa femme n'a pas versé une larme. Ce même soir, dans le salon du presbytère, le révérend Calthorpe accueillait un petit groupe de paroissiens inquiets. Madame Headley, Madame Drury et Mademoiselle Flint, toutes armées de mouchoirs brodés et de théories. « C'est bien triste, » dit Miss Flint avec un soupir délibéré. « Mais je n'ai jamais fait confiance aux hommes qui se font une raie au milieu. C'est de la vanité, voilà tout. » Et il était très ferme sur le fait que les fonds pour le toit de l'église ne nous permettraient pas de dépenser un centime de plus. « Pensez-vous que Marjorie restera ?» demanda Madame Headley. « Où vendra-t-elle Primrose House ?»« Je doute qu'elle bouge, » dit Madame Drury. « Elle n'est pas du genre à fuir les ragots. Et j'ose dire qu'elle conservera le poste de Léonard au conseil paroissial. » De toute façon, c'est elle qui a toujours fait le travail en coulisses. Ils se retournèrent tous lorsque Miss Marple entra dans la pièce. Elle arborait son sourire calme, habituel, mais son regard exprimait une certaine curiosité, une certaine vigilance. « Jane !» s'exclama le vicaire. « Entrez, je vous prie. Nous étions justement en train de pleurer le pauvre Léonard. »« Quel choc !» ajouta rapidement Mademoiselle Flint. « Le connaissiez-vous bien ?»« Je le connaissais » répondit Miss Marple en prenant la chaise offerte. « J'observe, voyez-vous. Il ne faut pas bavarder, bien sûr, mais on remarque des choses. Qui écrit à qui, par exemple? Qui prête attention à quel genre de courrier? J'ai eu un jour une rencontre très éclairante avec une paire de clés de boîte aux lettres. Tout à fait par hasard, bien sûr. Les dames la regardaient avec un mélange de confusion et d'intérêt. Mais c'était une toute autre affaire, conclut Miss Marple avec un sourire agréable. Une toute autre affaire. Et puis elle sirota son thé. Miss Marple n'avait jamais été du genre à se précipiter. Elle croyait que le monde, et plus important encore, la nature humaine, se révélait en leur temps, pourvu qu'on ait la patience et l'oreille pour écouter. Le lendemain du petit conseil au presbytère, on la trouva en train de parcourir les pots de confiture de la boutique de Madame Finch avec une attention nonchalante. Elle s'enquit de la confiture de framboise, remarqua que la fraise semblait un peu liquide cette année et demanda gentiment si le mari de Madame Finch avait réparé la fenêtre du salon. Une conversation tout à fait banale, mais Miss Marple avait appris depuis longtemps que même les questions les plus simples, posées avec délicatesse et au bon moment, pouvaient ouvrir des portes plus facilement qu'un mandat de perquisition. Elle paya la monnaie exacte et repartit avec un pot de confiture de cassis dans son panier. Mais surtout, elle repartit avec un détail curieux. Madame Finch avait vu Léonard Blackwell le matin de la garden party. Il était passé acheter une boîte de sardines, un demi-livre de biscuits et, curieusement, une petite bouteille d'encre. Il n'avait pas demandé d'encre. « Depuis des années », dit Madame Finch en se tapotant le menton. Il disait préférer les stylos-plumes, à cartouche. C'est marrant. De retour à Rose Cottage, Miss Marple était assise près de la fenêtre, observant le lent filet d'encre des villageois se dirigeant vers la poste. Ses aiguilles à tricoter cliquant à un rythme tranquille tandis qu'elle pensait non pas à l'encre, précisément, mais aux habitudes. Elle avait toujours constaté que les gens les changent rarement, à moins que quelque chose ne les y oblige. Cet après-midi-là, elle rend visite à Mademoiselle Gregg au bureau de poste. La jeune femme, encore pâle du drame de la fête, la salua poliment, quoique avec un peu de prudence. « J'ai pensé poster une lettre à mon neveu aux Bermudes », dit Miss Marple en lui tendant une enveloppe déjà adressée. « Et peut-être me procurer d'autres de ces ravissants bloc-notes bleus, ceux aux bords argentés. » Mademoiselle Gregg hocha la tête et se tourna vers la petite étagère derrière le comptoir. Elle se déplaça avec la vivacité de quelqu'un qui essaie de ne pas trop réfléchir. « J'espère que vous allez mieux, ma chère, » dit gentiment Miss Marple. « Quel choc terrible, n'est-ce pas? Pauvre monsieur Blackwell. Vous devriez bien le connaître par la poste et tout le reste. » Mademoiselle Gregg se raidit légèrement. « Oui, je suppose. Un correspondant consciencieux, j'imagine. Je me souviens qu'il venait souvent chercher des colis et autres. Tant de gens comptent sur la poste pour leurs affaires au privé. Une sorte de confidente, la receveuse de poste. Comme le curé, mais avec des enveloppes au lieu de sermons. » La femme émit un rire creux, puis se reprit. « Je n'en suis pas sûre. » Miss Marple se pencha légèrement d'une voix basse et amicale. « J'ai remarqué quelque chose d'étrange ce jour-là, quand vous avez vérifié la poche de monsieur Blackwell. Vous avez été si prévenante que la plupart des gens ne pensaient de même pas à regarder. Avez-vous perdu quelque chose, ma chère ?» Pendant un instant, Mademoiselle Gregg resta silencieuse, puis elle secoua la tête. « Non. Enfin, je pensais dès qu'il portait peut-être quelque chose. Un mot? Une clé? Ah oui, » dit Miss Marple en hochant la tête. La troisième clé de la boîte aux lettres. Le visage de Miss Gregg devint tout à fait immobile. « Il y en avait toujours 3, voyez-vous » poursuit Miss Marple. Monsieur Blackwell était très pointilleux sur sa correspondance privée. Des clients, des affaires confidentielles pour le conseil paroissial. Et autre chose, quelque chose de distinct. Maintenant, Mademoiselle Gregg s'est léché les lèvres. « Tu ne devrais pas... Comment sais-tu ça? Oh, ma chère !»
On apprend beaucoup en lisant les adresses de retour et l'écriture manuscrite sur les enveloppes, surtout si l'on passe régulièrement devant Primrose House lors de ses promenades matinales. Mademoiselle Gregg baissa les yeux. Il demanda que cette troisième clé soit séparée des autres. Il dit qu'elle était destinée à son coffre-fort personnel. Je ne devais jamais en parler. Et maintenant, il manque, n'est-ce pas? Mademoiselle Gregg hocha lentement la tête. Je vois, dit Miss Marple. Avait-il récupéré des colis spéciaux avant sa mort? Mademoiselle Gregg hésita. Il n'y avait qu'une seule adresse de retour. Du papier Kraft, pas lourd. Mais il la regarda comme si elle l'effrayait. C'est très curieux, murmura Miss Marple. Et pourtant, il assistait à la garden party avec son calme habituel. Peut-être même plus que d'habitude, n'est-ce pas? Mademoiselle Gregg hocha à nouveau la tête. Miss Marple posa doucement sa main sur la sienne. Ne t'inquiète pas, ma chère. La vérité, comme la crème, a le don de monter. Il lui suffit d'un instant pour faire surface. Pendant que Miss Marple menait tranquillement ses observations, l'inspecteur Graves s'occupait du côté plus officiel des choses. Il avait déjà interrogé Marjorie Blackwell à 2 reprises, sans jamais se révéler particulièrement fructueux. Elle était restée calme, précise et étrangement distante. « Mon mari ne me confiait pas ses affaires professionnelles, dit-elle. Nous menons des vies largement séparées, même si nous restions polis à ce sujet. » Graves a noté son manque d'émotion, mais n'a rien dit. « Est-il vrai, lui a-t-il demandé lors de leur deuxième entretien, que votre mari avait récemment révisé son testament ?» Elle esquissa un léger sourire. Léonard révise son testament chaque fois qu'il lisait les nécrologies. C'était une sorte de passe-temps. Est-ce qu'il l'a changé le mois dernier? Une pause. Oui, il y a une semaine en fait. Et vous a-t-il informé des changements? Non, mais j'avais des soupçons. Qu'était-il? Que quelqu'un l'avait persuadé de léguer une partie de sa succession à un inconnu. Il aimait ce genre de jeu. Des bénéficiaires cachés, des énigmes en marge, je le soupçonne de se prendre pour une sorte de Machiavel de campagne. Graves a noté ce mot. T'a-t-il déjà parlé de clés? Les yeux de Marjorie clignèrent des yeux, une seule fois, juste pour me rappeler de ne pas toucher au tiroir de son bureau. J'ai supposé que c'était là qu'il rangeait sa flasque. Ailleurs, à Little Witchwood, le révérend Calthorpe prit la décision inhabituelle de rendre visite à Miss Marple. Il était rare que le vicaire quitte le presbytère pendant les heures de bureau, sauf pour célébrer, présenter ses condoléances ou goûter le gâteau Dundee de Madame Finch. « J'espère ne pas être indiscret », dit-il en s'installant sur son canapé et en regardant le plateau de digestif avec curiosité. « Pas du tout », dit Miss Marple. La présence d'un vicaire n'est jamais une intrusion, surtout lorsqu'il arrive avec une question en tête. Calthorpe esquissa un sourire penaud. « Jane, puis-je vous parler franchement? Je ne vois pas de meilleure façon de procéder. Il s'agit de Léonard. Je suis mal à l'aise, pas seulement à cause de sa mort, mais aussi de ce qui l'a précédé. Voyez-vous, 3 jours avant la fête, il est venu me voir et m'a demandé si je croyais que la confession absolvait tous les péchés. » Miss Marple pencha la tête. Une question théologique, peut-être. Pas de Léonard. Il n'était pas un homme porté sur la pensée abstraite. Non, il ne l'était pas. Il a ensuite demandé de manière quelque peu oblique ce qui pourrait arriver si une personne révélait quelque chose à titre posthume qui pourrait nuire à d'autres. Et tu lui as dit quoi? Que seuls les vivants souffrent de telles révélations. Miss Marple regarda pensivement le feu. Avait-il laissé entrevoir ses intentions? Non. Mais il semblait inhabituellement satisfait, presque triomphant. C'était déconcertant. « Merci, révérend, c'est très utile. » Il la regarda fixement. « Jane, tu crois que c'était un meurtre, n'est-ce pas ?» Elle sourit doucement. « Je crois qu'il est imprudent de juger une mort uniquement sur ses apparences. Parfois, les masques les plus convaincants sont ceux qui ont eu le temps de se préparer. » Plus tard dans la soirée, Miss Marple sortit de son bureau un petit carnet et y nota 3 notes. 1. Bouteille d'encre, achetée par un homme qui préférait les cartouches. Pourquoi? 2e colis, reçu ou expéditeur anonyme. Réaction, peur. 3e clé manquante, qu'offrait-elle? Elle marqua une pause, tapota pensivement son crayon contre son menton et ajouta un 4e, 4. Volonté modifiée, timing étrange, voulait-il que quelqu'un trouve quelque chose? Puis, presque comme une réflexion après coup, elle ajouta un 5e, 5. Miss Gregg et le sort d'évanouissement, peur, culpabilité ou les deux. Le lendemain matin, elle se rendrait au bout d'Ivy Lane, où se dressait un vieux hangar en bois, autrefois utilisé comme entrepôt par le conseil paroissial, presque oublié. Rares étaient ceux qui le visitent désormais, même si Miss Marple avait le sentiment que quelqu'un y était passé récemment. Très récemment, en effet. Elle apportait son tricot, bien sûr, et regardait. Après tout, les gens en disent de plus lorsqu'ils pensent que personne ne leur prête attention. Le village anglais est un endroit où rien n'échappe au regard, sauf bien sûr lorsqu'il est terriblement gênant de remarquer quelque chose. Jeudi, le silence poli autour de la mort de Léonard Blackwell s'était amenuisé, percé par des murmures bien plus aigus qu'un deuil respectueux. L'inspecteur Graves retourna à Little Witchwood, non pas parce qu'il détenait des preuves de meurtre,
mais parce que trop de détails persistaient, et le fait que Miss Marple, par ses questions douces et ses observations anodines, avait discrètement semé quelques graines qui commençaient à germer dans l'esprit des autres, n'arrangea rien. Graves se tenait dans le jardin de Primrose House, observant la façade étranglée par le lierre tandis que Marjorie Blackwell ouvrait la porte. Son regard, gris et indéchiffrable, ne trahissait rien lorsqu'elle s'écarta et le conduisit dans le bureau de Léonard. La pièce était exactement telle qu'il s'en souvenait. Immaculée, intacte, trop intacte. « Je ne vous prendrai pas trop de temps », dit Graves en s'installant dans son fauteuil. « Nous avons reçu les résultats des analyses sanguines. Aucun signe de digitaline ni de cyanure. Mais nous allons quand même demander une autopsie. »« Bien sûr, » répondit Marjorie. « Je n'ai rien à cacher. C'est là le plus curieux, » dit Graves. « Personne ne le fait. Mais tout le monde se comporte comme si c'était le cas. Toi y compris. » Elle cligna des yeux. Est-ce une observation professionnelle? C'est une observation de village. La mort de M. Blackwell a été un choc. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit une surprise pour tout le monde. Prenez Mademoiselle Gregg, par exemple. Elle s'évanouit après avoir fouillé dans sa veste. Elle a depuis admis, sous la pression, qu'une des clés de la boîte aux lettres avait disparu. Marjorie s'est redressée. Et tu crois qu'elle l'a pris? Je crois qu'elle était au courant. Et je crois que votre mari lui a dit quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Il lui a peut-être même confié quelque chose qu'il a regretté plus tard. Il y eut un silence. Puis Marjorie esquissa un sourire sec. Léonard avait la fâcheuse habitude de tester les gens. Il aimait les secrets, pas les choses sordides. Gentil, il était trop fier pour les scandales, mais les scandales intellectuels. Des allusions, des énigmes, des menaces voilées. Cela lui donnait l'impression d'être intelligent. Était-il menacé? Je ne sais pas. Mais il se préparait certainement à quelque chose. Il n'arrêtait pas de dire qu'il voulait mettre les choses en ordre. Avait-il des ennemis? Une longue pause. Léonard avait de l'influence. Et l'influence engendre le ressentiment. Il n'est pas nécessaire de haïr un homme pour lui vouloir du mal. Il suffit de l'envier. Graves regarda une fois de plus autour du bureau, puis se pencha en avant. « Madame Blackwell, je vais être franc. Le testament a été modifié la semaine dernière. Savez-vous qui est le nouveau bénéficiaire? J'ai une théorie, dit-elle. Aimeriez-vous le partager ?» Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et regarda le jardin. « Je crois que Léonard a laissé quelque chose à Elizabeth Gray. » Graves fronça les sourcils. « La fille Gray? Du cottage près du vieux moulin? C'était une femme maintenant, et Léonard l'aimait bien. Aimait? » Marjorie tourna la tête et lança à l'inspecteur un regard de dédain. « Pas comme ça, inspecteur. Je doute que Léonard fût capable d'une telle inconvenance. Mais Elisabeth lui rappelait quelqu'un. Peut-être lui-même quand il était encore... » Patience. Outside, the light had begun to shift. The shadows on the wall leaned longer. The wind had died down, at least for now, and snow drifted in soft spirals against the window pane. Lyra lay back down. Nara shifted to fit the new shape of her body. Ash had moved closer, now lying between her and the door. She didn't sleep, but her eyes closed. Her hands rested on the scarf still wrapped around her neck. She pulled it once, just to be sure it was still there. Elias added another log to the fire. He didn't know her story yet, not all of it, but he knew the way her fingers had hovered over the dog's fur. He knew the way her first words hadn't been, "Where am I?" but "Can they stay?" He knew loyalty when he saw it, and he knew fear even better. She would talk when she was ready, or not. Either way, the fire would stay lit, and no one would take her dogs away. Not while she was under this roof, not while he still had breath to give. The fire had burned low, glowing like a tired heart in the dark. Outside the cabin, the wind had shifted, its howl replaced by the hush that came only after snowfall, when the world wrapped itself in silence and even the trees stood still. Inside, Elias sat motionless in the old rocker by the hearth, the wood creaking faintly beneath him. He hadn't spoken in over an hour, not since Lyra had laid her head back down and drifted into sleep again, her body curled in the crook between Ash and Nara, like a child returning to the only home she'd ever trusted. She hadn't told him her name, but he hadn't asked. Names were something sacred, he'd always believed. Like memories or scars, they came when they were ready. His eyes settled on the backpack she'd carried in from the bridge. It lay near the fire, damp at the corners, its faded fabric patterned with tiny stars, and worn threads that had seen too many nights in the cold. He waited a moment longer, not out of hesitation but out of respect. Then,
Slowly, he stood. He moved like a man approaching something holy, not out of fear, but reverence. He crouched beside the pack and placed his hand on the zipper. His fingers hesitated there, hovering. He whispered low, almost apologetic. "I just need to know who you are, kid." The zipper caught once before sliding open with a faint rasp. Inside, the contents were neatly arranged. That told him something. A small notebook, its cover water-stained and bent at the spine. A half-used box of colored pencils with the red one broken clean in half. A folded flannel shirt that might have once been pink, now dulled by travel and cold. And tucked deep in a side pocket, protected like treasure, a small zippered pouch. He unzipped it. 3 items rested inside. A hospital bracelet, a photograph, a small envelope sealed with tape. Garden Party. Récemment renvoyé de ses études ecclésiastiques, il était venu sous le vague prétexte d'une convalescence après une crise de nerfs. Mais plusieurs clients se souviennent désormais l'avoir vu près du domaine Blackwell la veille de la mort de Léonard. De plus, on l'avait vu se disputer avec Léonard derrière la haie. « C'était un des voix basses », dit M. Dempsey, l'inspecteur à la retraite. Mais j'ai saisi le ton. Ça ne ressemblait pas à une conversation amicale. Graves entendit la rumeur au crépuscule et prit note de parler directement à Henry. Mais Miss Marple, comme toujours, avait une longueur d'avance. Elle rencontra Henry le lendemain matin près du sentier, derrière le presbytère, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, les yeux rouges et agités. « Oh, Miss Marple, dit-il, et surprise, je ne vous avais pas vue. Tu avais l'air très absorbée, dit-elle doucement. Marcher aide à réfléchir, je trouve. J'avais besoin d'air. Cela apaise l'esprit, approuve Miss Marple. Mais pas toujours la conscience. » Henry la regarda d'un air sévère, puis sourit maladroitement. « Tu crois que j'ai quelque chose à voir avec sa mort ? Je crois que tu avais quelque chose à lui dire, et je crois que tu n'as pas été satisfait de la réponse. » Les épaules d'Henry s'affaissèrent. Il m'avait promis un prêt, pour régler mes dettes. Puis à mon arrivée, il changea d'avis. Il dit que je n'avais pas gagné leur confiance, que je manquais de discipline, et toi, l'as-tu fait ? Oui, répondit Harry d'un ton neutre. Mais là n'était pas la question. Miss Marple l'observa un instant. Vous ne l'avez pas tué, monsieur Calthorpe, mais vous avez peur, non pas de ce que vous avez fait, mais de ce qu'il a laissé derrière lui. Harry la regarda surpris. Il dit quelque chose, il dit « Quand je serai parti, la vérité sera sauvée, le verrou sera brisé et le menteur démasqué. » Je pensais que c'était juste des fanfaronnades. C'était ça ? Je ne sais pas, mais je ne l'ai plus approché après ça, je le jure. Miss Marple hocha lentement la tête. Tu devrais peut-être te souvenir de tout ce qu'il a dit. Parfois, la clé pour comprendre un homme se cache dans les mots qu'il ne dit jamais. Alors que le village tournait son attention vers Elizabeth Gray et le jeune Henry, Miss Marple restait dubitative. Le véritable meurtrier, s'il y en avait un, n'était ni désespéré ni fraîchement arrivé. Ils étaient patients, confiants, peut-être même fiers. Et ils connaissaient suffisamment Léonard Blackwell pour savoir comment le tuer sans laisser de traces. Elle est retournée à son carnet et a dessiné un petit croquis. Une boîte aux lettres, avec 3 clés, dont une retirée. Puis à côté, elle a écrit « Suspect, Marjorie Blackwell, calme, indéchiffrable, une femme à qui on a refusé quelque chose qu'elle espérait hériter, mademoiselle. » Greg connaissait la 3e clé. Coupable de savoir mais pas d'agir, Elizabeth Gray, récipiendaire de ce que Léonard craignait, pion innocent ou habile manipulatrice. Henry Calthorpe, colérique et instable. Mais la témérité n'est pas la subtilité. Et enfin, elle a entouré une phrase qu'elle avait écrite plus tôt. La serrure sera brisée et le menteur exposé. Miss Marple sourit doucement pour elle-même. Les gens ont toujours pensé que les indices se perdèrent dans la fumée et les miroirs. Mais à Little Witchwood, ils étaient le plus souvent cachés dans l'ordinaire, dans les clés, dans l'encre et dans les mots prononcés par ceux qui ne s'attendaient jamais à être entendus. C'était vendredi matin que Miss Marple le remarqua. Non pas avec la manière majestueuse d'un détective découvrant l'arme du crime, mais tout à fait par hasard alors qu'elle traversait la place du village pour se rendre à la poste. Une brise avait soulevé l'un des prospectus, épinglé sur le panneau d'affichage près du portail de l'église, un léger battement révélant le coin d'une autre feuille en dessous. Elle leva délicatement la main, ajusta ses gants et le tira pour le dégager. C'était un avis imprimé, vieux de près d'1 semaine. Une réunion du comité des finances du conseil paroissial avait été programmée le lundi précédent, 2 jours avant la Garden Party. Or, la réunion avait été barrée à l'encre rouge, avec le mot « annulé » griffonné d'une écriture que Miss Marple reconnut immédiatement comme étant celle de Léonard Blackwell. L'encre était étrange, l'encre était plus vive que d'habitude, d'un rouge légèrement brillant, pas celle qu'on attendrait d'un notaire, ni celle qu'on trouve sur l'étagère de Madame Finch.
Elle fronça les sourcils et plia soigneusement la feuille dans son sac à main. Plus tard, dans l'intimité de Rose Cottage, Miss Marple déposa le prospectus sur son bureau et le compara à un autre bout de papier de Léonard qu'elle avait copié des années plus tôt pour la dédicace d'un livre de cuisine paroissiale. L'écriture correspondait parfaitement, sans se tromper, ni l'angle prononcé du L, ni le point décisif au-dessus du I. Mais c'était l'encre qui comptait, encre rouge, achetée quelques jours seulement avant sa mort, inhabituelle, théâtrale, non blackwellienne si l'on peut dire, et utilisée, semble-t-il, pour annuler une réunion. Miss Marple réfléchit tranquillement quelques instants, puis sonna un taxi pour l'emmener au cabinet de l'avocat, le défunt M. Blackwell, désormais entre les mains de son jeune associé junior, un certain M. Hugh Denby. M. Denby l'accueillit avec une politesse inquiète. Son petit bureau, avec vue sur High Street, dégageait une atmosphère de gaieté forcée. Avec ses certificats encadrés, un vase de lys fané et une coupure de journal encadré montrant Léonard Blackwell recevant une récompense. Juridique peu appréciable. « Je ne vous prendrai pas trop de temps », dit Miss Marple en acceptant le thé offert, mais sans le boire. « Je voulais simplement m'enquérir d'une chose curieuse. J'ai remarqué par hasard que la réunion des finances du conseil paroissial avait été annulée assez soudainement. »« Oui », dit Denby en clignant des yeux. « Je crois que M. Blackwell avait changé d'horaire. Il n'a pas précisé pourquoi. C'était plutôt inhabituel. En effet, vous a-t-il informé directement ? Il a laissé un mot sur le bureau. Très court, il disait simplement que la réunion n'était plus nécessaire, que toutes les questions financières avaient en été réglées. Miss Marple se pencha légèrement en avant. « Pardonnez-moi, mais avait-il une urgence concernant les finances du conseil ? Y avait-il des divergences ?» Denby parut perplexe. « Bon, je suppose que je peux le dire maintenant. Léonard enquêtait sur une somme manquante dans le fonds de subvention communautaire. Quelques centaines de livres non comptabilisés, il n'avait pas encore signalé l'affaire au conseil municipal. « Comme c'est curieux, » murmura Miss Marple. « Et pourtant, il annule le rendez-vous. »« Oui, j'ai entendu dire qu'il avait fait des progrès. Un nom apparut dans un registre de transfert qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Mais il n'a pas précisé de qui il s'agissait. A-t-il laissé ce registre ici ? Je crois que oui. Attendez un instant. » Denby se tourna vers une armoire, fouilla dans ses dossiers et en sortit finalement un fin registre relié en cuir, marqué d'onglets bien nets. Il le lui tendit. Miss Marple, avec un soin extrême, ouvrit la page marquée d'un ruban rouge. Là, niché parmi les comptes rendus bien rangés de réparations de clôtures et de compositions florales, se trouvait une entrée. 17 mars, transfert au Wishwood Youth Fund, 425 livres. En dessous de la main de Léonard Blackwell était griffonné « Approuvé par HC, dit doucement Miss Marple. « Ce ne serait pas Henry Calthorpe, n'est-ce pas ?» Denby semblait mal à l'aise. C'était possible, mais Henry n'avait aucun accès aux finances du conseil. Il ne faisait même pas officiellement partie du comité. Miss Marple fronça les sourcils. Et pourtant, ses initiales figurent sur une somme de 425 livres. Elle ferma doucement le registre. « Seriez-vous surpris d'apprendre que Léonard Blackwell a acheté de l'encre rouge juste avant sa mort ?»« De l'encre rouge ?» répéta Denby, perplexe. « Eh bien, oui. Il détestait tout ce qui était dramatique. Il trouvait l'encre rouge vulgaire. » Exactement. Plus tard dans la journée, Miss Marple se retrouva assise en face de Madame Headley à la réunion de l'Institut des femmes, à la salle des fêtes, sous prétexte de finaliser les compositions florales pour la foire des récoltes. Mais son véritable intérêt résidait dans un commérage que Madame Headley avait laissé tomber quelques jours plus tôt et oublié. « Vous avez mentionné, je crois, que Miss Gregg était pâle, même avant la garden party, » dit Miss Marple en ajustant son châle. « Oh oui, » répondit Madame Headley en poignardant un bouquet avec une force inutile. Et nerveuse aussi, elle avait failli laisser tomber un colis la semaine précédente, disant que c'était confidentiel pour M. Blackwell. Une livraison en personne, mais je n'ai pas insisté. « Bien sûr que non, » dit Miss Marple d'un ton serein. « Vous souvenez-vous à quoi ressemblait le colis ? Papier brun, attaché avec une ficelle verte, assez petit. » L'esprit de Miss Marple s'agitait silencieusement. Cela correspondait au récit de Miss Gregg. Mais ce n'était plus le colis lui-même qui comptait, mais le moment. Léonard Blackwell avait reçu quelque chose dans un paquet Kraft juste avant d'annuler une réunion et d'utiliser de l'encre rouge pour la première fois de mémoire. Puis il s'était effondré, tué. Miss Marple en était maintenant certaine, sans aucune trace, sans incident. Elle sirota son thé et laissa la pensée se poser. Que pouvait bien contenir un colis qui pouvait effrayer un homme et le pousser à prendre des décisions soudaines ? Pendant ce temps, au presbytère, le révérend Calthorpe trouva son frère Henry arpentant la bibliothèque. Le jeune homme n'était pas bien depuis la mort de Léonard. Il était devenu plus renfermé, manquait de sommeil et avait tendance à faire de longues promenades le long du canal. « Il faut que je te demande, » dit doucement le révérend. « Que voulais-tu dire quand tu as parlé à Miss Marple des paroles de Léonard ? Que tu parlais de la dénonciation du menteur ?» Henry hésita. « Je crois qu'il a trouvé quelque chose,
Quelque chose qui, je l'espérais, resterait enfoui. Qu'as-tu fait, Henri? J'ai signé quelque chose. Il y a des mois, Léonard m'a demandé d'être témoin d'un document, rien d'étrange. Mais je ne l'ai pas lu. Plus tard, j'ai compris qu'il était lié à une sorte de fonds municipal. Je l'ai confronté et il a dit que tout était légal. Mais il avait l'air suffisant, comme s'il cachait un secret. Je crois qu'il s'est servi de moi. Le visage du révérend était grave, alors vous devez avancer. Il est mort, et je ne sais même pas si ce que j'ai fait était illégal, mais ça ne me semble pas juste. Le révérend Calthorpe soupira. C'est rare. Ce soir-là, Miss Marple rédige une courte note et l'envoie à l'inspecteur Graves. Cher inspecteur, puis-je vous suggérer de vous renseigner pour savoir si M. Blackwell a récemment modifié non seulement son testament, mais aussi ses instructions concernant le dépôt du coffre-fort? Je pense que vous constaterez que la serrure d'origine a été changée il y a 2 semaines à l'insu de sa femme. Les implications pourraient s'avérer éclairantes. Cordialement, Jane Marple. Elle le plia soigneusement, le scella et le plaça dans une enveloppe adressée de sa main soignée. Puis elle retourna à son carnet et prit une dernière note. L'indice n'est pas la clé elle-même, mais l'absence de ce qu'elle devrait déverrouiller. Le samedi matin, Little Wishwood était en effervescence, comme les instants précédant un orage, quand tout semblait inchangé et pourtant rien ne semblait pareil. Un léger murmure de suspicion s'échappait de chaque hochement de tête poli, de chaque tasse de thé soulevée. Miss Marple, qui avait vu bien trop de ces orages villageois pour se laisser tromper par le silence, s'engagea dans les ruelles de Little Witchwood avec une détermination délibérée. Sa première visite fut au révérend Calthorpe. Il l'accueillit dans le salon du presbytère, surpris mais pas mécontent. « Mademoiselle Marple, vous venez parler des roses paroissiales ?» demanda-t-il en souriant. « Les finances de la paroisse, j'en ai peur » répondit-elle en s'installant délicatement dans son fauteuil. Plus précisément, les 425 livres transférés au fonds pour la jeunesse de Witchwood, approuvés, en semble-t-il, par votre frère Henri. Le visage du vicaire s'affaissa comme un rideau tombé. Il s'assit en face d'elle, les mains jointes. Il a dit qu'il avait signé quelque chose sans en comprendre les conséquences. Mais voyez-vous, dit doucement Miss Marple, Léonard Blackwell était un homme de précision. Il n'aurait pas accepté la signature d'une personne non légalement habilitée à autoriser un tel transfert, à moins, bien sûr, de vouloir l'impliquer. Le révérend cligna des yeux. « Tu crois que Léonard l'a piégé ? Je pense que Léonard a découvert quelque chose de profondément embarrassant, peut-être criminel, et qu'il cherchait un moyen de pression. Il appréciait la supériorité morale, et je soupçonne qu'il aimait encore plus voir les autres se tortiller. Mais Henri ne l'a pas tué ? Non. Mais quelqu'un qui aurait pu perdre bien plus aurait pu le faire. » Le révérend Calthorpe fronça les sourcils. « Vous parlez d'Elizabeth Gray ? Peut-être ? Ou Marjorie ? Ou quelqu'un d'autre ? Mais qui que ce soit, il devait savoir ce que Léonard avait découvert et ce qu'il comptait en faire. À Primrose House, Marjorie Blackwell ne recevait pas de visiteurs, du moins pas officiellement. Mais l'arrivée de Miss Marple, bien que involontaire, ne fut pas refusée. Marjorie la reçut dans le salon, une pièce si précisément agencée que même le chagrin semblait plié et pressé dans une symétrie acceptable. Miss Marple jeta un coup d'œil autour d'elle. Une jolie maison. Léonard devait en être très fier. Les lèvres de Marjorie tressaillirent. L'orgueil n'avait jamais été le défaut de Léonard, c'était son carburant. Il y eut un silence avant que Miss Marple ne dise doucement « Je me demande si vous l'aimez, Madame Blackwell ?» Marjorie la regarda d'un air sévère. « Tu n'es pas là, police, non ? Mes amours ou son absence nous en dit plus sur le motif que les empreintes digitales ne pourraient jamais le faire. » Marjorie se leva et se dirigea vers la cheminée, posant une main fine sur le manteau de marbre. « Je l'ai aimé autrefois, dit-elle. Au début, il était charmant, ambitieux. Mais l'amour de Léonard n'était pas du genre à grandir. Il s'estompe s'il n'était pas constamment loué. Il en est venu à aimer son pouvoir plus que tout. Est-ce qu'il t'a menacé ? Avec l'exil, peut-être ? La honte sociale, jamais la violence. Léonard était trop lâche pour ça. Mais il a toujours gardé les secrets comme des armes. Et il les collectionnait, Miss Marple, comme des trophées. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Quel genre de secret gardait-il sur vous ?» Marjorie se retourna. « Rien. C'est là la véritable insulte. Il ne pouvait rien contre moi. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance. L'OMS ? Je ne sais pas. » Il conservait une boîte de dépôt séparée pour la correspondance sensible. Lui seul y avait accès. Mais il en était fier et laissait entendre qu'il avait fait des copies de certaines lettres, les avait cachées et que s'il lui arrivait malheur, quelqu'un paierait. Les yeux de Miss Marple se plissèrent. « Et vous l'avez cru ? Je le fais toujours. » L'inspecteur Graves reçoit le mot de Miss Marple avec un soupir. Il était désormais las des nombreux secrets entourant Léonard Blackwell. L'avocat, pensa-t-il amèrement, avait fait plus de dégâts dans sa mort que de son vivant. Pourtant, l'idée d'une 3e boîte aux lettres privées l'avait intrigué.
Le serrurier local a confirmé que la boîte de dépôt secondaire du cabinet du notaire avait été remplacée par une nouvelle serrure 2 semaines plus tôt. Personne, pas même l'associé junior M. Denby, ne connaissait la nouvelle combinaison. À l'intérieur du compartiment verrouillé, lorsque le serrurier l'a forcé, se trouvèrent 3 enveloppes. L'un d'eux portait les initiales MB, un autre EG et le troisième HC. Graves les ouvrit avec précaution. La lettre adressée à MB, Marjorie Blackwell, contenait un mot dactylographié et une photographie. Un homme, indubitablement, Léonard, embrassant une jeune femme dans un café londonien. Cette femme n'était pas Marjorie. La note disait « J'ai toujours pensé que tu préférerais le chagrin au scandale. Cela garantit que ton deuil ne sera pas interrompu. » La lettre adressée à G, Elizabeth Gray, était plus énigmatique. Il s'agissait d'une copie d'un document signé transférant une partie de la propriété du cottage de sa défunte mère à Léonard Blackwell. L'accord était juridiquement valable, mais moralement troublant donnait à Léonard le droit de revendre la propriété à la mort d'Elizabeth. Sa note, un accord généreux, n'est-ce pas? À Little Witchwood, tout le monde ne peut pas garder sa maison. Et enfin, la lettre à HC, Henry Calthorpe, une copie carbone du virement du fonds jeunesse avec les fausses initiales d'Henry. Léonard les avait falsifiées lui-même, manifestement à titre d'assurance. La note d'accompagnement disait simplement « Vous devriez être plus prudent quant à ce que vous ne signez pas ». Graves contempla les 3 preuves accablantes et se frotta les tempes. Des mobiles, tous. Mais comment distinguer la malveillance des moyens? Il a sonné Miss Marple. Elle arriva au poste de police avec son calme habituel, perchée sur la même chaise qu'elle avait occupée une fois auparavant pour aider à résoudre l'affaire du trifle au sherry empoisonné de l'institutrice. Graves posa les 3 lettres sur la table. « Eh bien » demanda-t-il. Miss Marple les examina un par un, hochant la tête de temps en temps. « Léonard Blackwell avait un sadisme très particulier, disait-elle. Il voulait que les gens souffrent, mais seulement de manière abstraite. Je doute qu'il s'attende à être assassiné. » Graves grogna, et pourtant, nous y voilà. Miss Marple a tapoté la lettre à Elizabeth. Celle-ci est celle la plus révélatrice. À cause de la propriété? Non, parce que cela prouve que Léonard avait peur. S'il ressentait le besoin de prouver qu'il était le propriétaire du cottage Gray, il craignait que quelqu'un ne le lui conteste après sa mort. Elle ouvrit son sac à main et en sortit le dépliant réancré. Et cela, dit-elle, nous indique qu'il avait l'intention d'éviter une confrontation. La réunion financière fut annulée car Léonard savait déjà qui avait falsifié les comptes et il ne voulait plus que le conseil vote sur ce qu'il avait déjà résolu. Mais il savait aussi que ce qu'il détenait pouvait détruire des réputations. Graves fronça les sourcils. Il préférait donc régler ça en privé. Exactement. Mais quelqu'un a découvert que leur secret était désormais entre les mains de Léonard. Et ils n'ont pas supporté l'attente de voir s'il les révélerait. Graves avait l'air sombre. « Tu crois toujours qu'il a été empoisonné ?» Miss Marple sourit faiblement. Pas forcément, mais c'était un meurtre tout de même, un meurtre astucieux. Aucune substance étrangère, aucune trace de violence, juste une simple vérité utilisée au bon moment. Et maintenant, dit-elle en se levant, nous ne cherchons pas à savoir qui a des raisons de haïr Léonard, mais à savoir qui se sent acculé par lui. Et tu le sais déjà? Miss Marple a ramassé ses gants. Je sais qui a eu le courage d'agir et la vanité de croire qu'il pouvait surpasser tout le monde, y compris le pauvre Léonard. Ce soir-là, elle retourna dans son jardin à Rose Cottage et s'assit à côté des digitales, regardant les abeilles bourdonner et les ombres s'allonger. Son carnet était ouvert sur ses genoux. Elle a décrit une ligne en dessous des autres. La vanité et la peur sont toujours la combinaison la plus mortelle. Puis, alors que la lumière s'estompait, elle en écrivit une seconde. « Demain, je parlerai à la seule personne qui a menti sans dire un mot. » Le soleil se leva à contre-cœur sur Little Witchwood le dimanche suivant, étirant ses doigts pâles à travers un voile de brume qui s'accrochait aux ais et au toit des chaumières, tel un soupir du village. Les cloches de l'église sonnèrent au loin, l'écho d'une tradition qui semblait légèrement fausse au lendemain de la mort toujours non élucidée de Léonard Blackwell. Miss Marple, déjà vêtue de sa plus belle laine grise et coiffée d'un modeste chapeau de feutre, sortit dans le chemin tandis que la cloche sonnait pour la 2e fois. Mais ce matin-là, elle ne se tourna pas vers Saint-Jude. Au lieu de cela, elle emprunta le sentier pavé qui menait au vieux moulin jusqu'à une modeste maison nichée sous un aubépine, celle d'Elizabeth Gray. La jeune femme ouvrit la porte, vêtue d'un cardigan et d'un pantalon, les cheveux encore humides du lavage. Son air réservé s'adoucit légèrement lorsqu'elle vit qui se tenait sur le pas de sa porte. « Miss Marple, je suis désolée, je ne m'attendais pas à... » « Pas besoin de t'excuser, ma chère. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être parler. » Elisabeth hésita puis s'écarta. L'intérieur du cottage était simple, propre, mais défraîchi sur les bords, une maison héritée dont on prenait soin plus par devoir que par fierté. Le genre d'endroit, avec sa porcelaine ébréchée et ses tapis adorés, il y régnait le calme de quelqu'un habitué à la solitude. Miss Marple accepta le siège offert devant la fenêtre.
son regard dérivant non pas vers la cheminée ou la bibliothèque, mais vers la fine clé accrochée à un crochet à côté de la porte. « Clé de boîte aux lettres ?» demanda-t-elle doucement. Elisabeth suivit son regard. « C'est vrai. »« Pas le troisième, je suppose ?» Elisabeth ne répondit pas immédiatement. Elle se dirigea plutôt vers la bouilloire et commença à préparer le thé. Le léger cliquetis d'une cuillère sur la porcelaine marqua le silence. « Tu crois que je l'ai pris ?» dit-elle enfin. « Je crois qu'on te l'a donné », répondit Miss Marple. Léonard aimait les énigmes, et je crois que tu étais la seule personne assez intelligente pour les comprendre. Elisabeth apporta le thé et le déposa d'une main précise. Il me faisait confiance. Miss Marple hocha la tête. Et pourtant, il vous effrayait. La main d'Elisabeth s'arrêta sur la cuillère à sucre. Oui, il y eut un long silence entre eux. Dehors, le vent faisait bruisser les branches d'aubépine, effleurant la vitre comme des doigts cherchant un loquet. « Je ne l'ai pas tué », dit finalement Elisabeth à voix basse. « Je ne voulais même pas le voir ce jour-là. »« Mais si, à la garden party, est-ce qu'il t'a donné quelque chose ?» Un regard, dit-elle, le genre de regard qu'un homme lance quand il sait qu'il a gagné. Miss Marple remua son thé. « Et puis il est mort, dit-elle. » Les épaules d'Elisabeth s'affaissèrent. La clé qu'il m'avait donnée n'était pas dans la boîte aux lettres de son bureau. Elle ouvrit le casier de l'ancien débarras du conseil municipal. Il m'expliqua, de manière énigmatique bien sûr, que tous les secrets ne rentrent pas dans une enveloppe légale. J'y suis allé ce soir-là, après la fête. Le sac à tricot de Miss Marple, posé sur ses genoux, resta intact. Elle n'avait plus besoin de fil maintenant. Elle avait besoin de vérité. « Qu'as-tu trouvé ?» Elisabeth se leva et revint quelques instants plus tard avec une seule page pliée. « C'était ça, dit-elle en le lui tendant. Tapé à la machine, sans signature, mais de sa voix. » Miss Marple déplia le drap. « À qui cela peut concerner ? Si cela devait se produire à mon décès, sachez que ma mort est soit due à l'efficacité divine, soit à une intervention humaine. J'ai fait en sorte que 3 personnes reçoivent un dernier rappel de ma foi en leur force morale, ou plutôt en leur absence de force morale. Si l'un d'eux osait me faire taire, la preuve repose ici. Chez Elisabeth, fais-en ce que tu veux, ma chère. J'imagine que tu feras le choix le plus rationnel. KG. » Miss Marple lut le mot 2 fois. C'était à la fois une confession et une provocation. « Tu n'as pas donné ça à l'inspecteur ?» demanda-t-elle. Elisabeth secoua la tête. « Je ne savais pas quoi faire. Si quelqu'un l'avait vraiment tué et savait que j'avais ça... » Miss Marple a plié la lettre et l'a glissée dans son sac à main. « Vous avez bien fait de la garder précieusement ?» Elisabeth détourna le regard. « Vraiment ? Je n'en suis plus sûre. » Au poste de police cet après-midi-là, l'inspecteur Graves arpentait le couloir lorsque l'appel est arrivé. Il décrocha le combiné avec son ton brusque habituel. « Grave ?» Un battement passe, puis une voix fine et tremblante émergea sur la ligne. « Voici Miss Gregg. »« Oui, mademoiselle Gregg, que puis-je faire pour vous ? Je me suis souvenu de quelque chose. Continue. Le colis, celui que j'ai donné à monsieur Blackwell quelques jours avant la fête. Je ne reconnaissais pas l'adresse de retour, mais je l'ai noté, par habitude. Et cela venait de quelqu'un du village. » Grave se raidit. « Qui ? Je n'en suis pas sûr. » L'enveloppe portait juste les initiales. HD. Il a griffonné les lettres. « Merci. Vous avez bien fait. » Il a raccroché lentement. HD. Hugh Denby, associé junior de Blackwell. Grave n'attendit pas les formalités. Il arriva au cabinet du notaire dans l'heure et trouva M. Denby assis derrière le vieux bureau de Léonard Blackwell, feuilletant un registre, une cigarette entre les doigts. « Inspecteur, » dit Denby, surpris. « Je ne m'attendais pas... » « Non, » interrompit Graves. « J'imagine que non. » Il fait un pas lent en avant. « Vous avez envoyé un colis à Léonard Blackwell la semaine de sa mort. » Denby cligna des yeux. « Je vous demande pardon ? Papier craft, ficelle verte, pas d'adresse de retour, mais les initiales HD inscrites dans le coin inférieur. Mademoiselle Gregg s'en souvient. » Denby pâlit soudain. « Eh bien, oui, je lui ai envoyé un dossier. Le cas d'un ancien client, je voulais son avis. Ou était-ce autre chose? Peut-être un relevé des transferts du fonds jeunesse? Ou une lettre que vous ne vouliez pas voir retrouvée au bureau ?» Denby se leva. « Tu ne peux pas m'accuser comme ça? Je ne t'ai accusé de rien? Pas encore ?» Denby passa une main dans ses cheveux. « Regarde, Léonard me testait. Il m'a fait miroiter le partenariat, puis a menacé de le révoquer si je ne prenais pas la responsabilité d'une petite erreur financière. Les 425 livres. Je n'ai jamais approuvé ce virement. Il a falsifié ses initiales. Mais si je le combattais, il me ruinerait. » Grave le fixait du regard. « Alors tu l'as combattu d'une autre manière. »« Non !» cria Denby. « Je l'ai confronté, oui. J'ai envoyé le document pour faire valoir mon point de vue. Mais je ne l'ai pas empoisonné. » Grave se pencha. « Il n'était pas empoisonné. Nous pensons qu'il avait peur. » Denby se figea. « Que veux-tu dire ? Nous pensons que Léonard Blackwell a été assassiné par suggestion, manipulation psychologique. Un homme souffrant d'une maladie cardiaque avérée, exposé au choc approprié, pourrait être poussé à l'effondrement. Surtout si on lui faisait croire qu'un événement terrible allait se produire, ou qu'il n'avait plus le contrôle.
Graves se retourna et se dirigea vers la porte. « Je reviens demain, monsieur Denby. Et si je trouve ne serait-ce qu'une infime preuve que vous avez falsifié des documents financiers, vous regretterez de ne pas avoir tout avoué plus tôt. » Ce soir-là, Miss Marple rencontre Graves à Rose Cottage. « Tu avais raison, dit-il. Denby cache quelque chose, et je ne pense pas qu'il soit le seul. Je commence à croire que Léonard a orchestré sa propre disparition, ou du moins qu'il a créé les conditions idéales pour qu'elle se produise. C'était un homme qui comprenait les gens, dit doucement Miss Marple. Et rien n'effraie plus les coupables que le silence. Il a transformé son savoir en pouvoir. Et quelqu'un a appelé son bluff. Miss Marple hocha la tête. Mais l'indice final n'a toujours pas été trouvé, a-t-elle ajouté. Le véritable déclencheur, le moment qui a poussé le ou les tueurs à bout. Graves se fronça les sourcils. Tu crois que plusieurs personnes sont impliquées ? Je pense que Léonard a laissé derrière lui bien plus que des lettres. Il a laissé derrière lui l'illusion du contrôle, et c'est là le plus dangereux. Elle regarda par la fenêtre le crépuscule rampant. Demain, dit-elle, je parlerai à Marjorie. Une fois de plus, Graves haussa un sourcil. Pourquoi elle ? Miss Marple se retourna, son expression indéchiffrable. Parce qu'elle est la seule à ne pas avoir demandé ce que Léonard a laissé derrière lui, et ce silence m'en dit plus qu'une confession. Le lendemain matin, le soleil brillait, mais brillait sans chaleur, le genre de journée qui promettait la clarté, même enveloppée de givre. À 9h10 précises, Miss Marple partit pour Primrose House, un châle plié sur les épaules et un léger sourire aux lèvres. Marjorie Blackwell la reçut comme on recevrait un avocat insistant, poliment, mais sans enthousiasme. Elle était vêtue, comme toujours, de gris et de noir discret, les cheveux parfaitement coiffés, la posture impeccable. « J'espère que je ne vous dérange pas » dit Miss Marple en entrant dans le salon. « Pas du tout » répondit Marjorie avec une politesse fragile. « Je dois avouer que je suis plutôt lassée des condoléances et des questions. Je comprends tout à fait. Je ne suis pas venue pour proposer quoi que ce soit. » Marjorie haussa un sourcil, ce qui était pour elle la plus proche d'une curiosité manifeste. « Non, non » dit Miss Marple en retirant ses gants et en s'installant dans un fauteuil. « Je suis venue vous rendre quelque chose. » Elle sortit de son sac à main la lettre dactylographiée que Léonard avait cachée dans la réserve du conseil, celle qu'Élisabeth lui avait confiée. Elle la déposa délicatement sur la petite table en palissandre entre eux. Marjorie le fixa un long moment. Elle ne le prit pas. « Tu sais ce que c'est » dit doucement Miss Marple. Marjorie inclina légèrement la tête. « Je me doutais qu'une telle chose pouvait exister. » « Bien sûr que oui. Léonard aimait toujours avoir le dernier mot. Mais tu n'en as pas parlé à l'inspecteur, ni même évoqué cette possibilité. Pourquoi le ferais-je ? On attend d'une veuve qu'elle garde le silence, qu'elle ne spécule pas. » La voix de Miss Marple devint encore plus douce. « Vous n'êtes pas silencieuse, Madame Blackwell. Vous avez simplement choisi une autre façon de parler. » Finalement, Marjorie tendit la main et ramassa la lettre. Elle la déplia lentement, la relut, puis leva les yeux. « Crois-tu que je l'ai tué ? Je crois que tu n'en avais pas besoin. » Marjorie cligna des yeux. « Tu reviens ?» Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. Léonard Blackwell meurt d'une crise cardiaque, sans doute, mais pas de la crise cardiaque habituelle provoquée par un choc émotionnel ou psychologique. Pas de toxines, pas de violence, juste une confrontation parfaitement synchronisée. « Et tu crois que je te l'ai fourni ? Je crois, dit Miss Marple, que vous lui avez donné quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. La peur. Marjorie ne dit rien. Il vous a menacé pendant des années, poursuit Miss Marple. Non pas en vous démasquant, car il n'y avait rien à révéler, mais en vous humiliant peut-être, en vous déshéritant, avec une insulte finale, soigneusement, rédigée dans un testament. Alors vous l'avez devancé. Vous ne l'avez pas tué, pas de vos mains, mais vous lui avez donné de quoi lire, quelque chose qui le terrifiait. Miss Marple fouille de nouveau dans son sac à main et en sort une photo, celle que Graves avait trouvée dans la boîte aux lettres de Léonard. Léonard embrassant la femme anonyme dans un café londonien. « Je crois que vous avez placé cette photo là où il la trouverait, » a dit Miss Marple. « Ou que vous la lui avez envoyée anonymement. Elle est ancienne, peut-être même inoffensive. » Mais Léonard était un homme qui appréciait le contrôle. L'idée que quelqu'un, peut-être même vous, ait été au courant depuis des années et puisse l'utiliser contre lui, l'aurait horrifié. Marjorie regarda l'image. « Tu as peut-être raison, dit-elle à voix basse. Il avait toujours supposé que personne ne le voyait clairement. Cela le rendait audacieux, insouciant. Et tu savais comment t'en servir. Je n'ai rien fait d'illégal. » Non, acquiesça Miss Marple, il fallait simplement le laisser imaginer, et son imagination fit le reste, un silence. Puis, de façon tout à fait inattendue, Marjorie rit, pas cruellement, mais avec une sorte d'épuisement sec. Il allait tout léguer à cette fille, Élisabeth, et le nier jusqu'à sa mort. Je ne lui en veux pas, elle l'ignorait. Mais moi, si, et il pensait que je le remercierais pour les miettes, comme si 40 ans de ma vie n'avaient été qu'une petite contribution. Vous ne pouviez pas le confronter ouvertement, bien sûr que non, ça aurait été vulgaire. Marjorie plia la lettre et la rendit. Il était déjà mourant, Miss Marple. Je lui ai simplement laissé le ressentir. Miss Marple quitte Primrose House et se dirige directement vers le commissariat
où l'attendait l'inspecteur Graves. Il se leva à son entrée, remarquant son expression, loin d'être triomphante mais posée. « Je reviens de Marjorie, dit-elle. Je crois qu'elle a porté le coup fatal, un coup psychologique. Les tombes semblaient sinistres. Une photo ? Oui, d'une indiscrétion, suffisante pour faire croire à Léonard qu'elle allait le dénoncer. Il ne supportait pas l'humiliation, il vivait des faiblesses des sangs des autres. Il est mort sous la menace que quelqu'un découvre les siennes. Est-ce qu'on l'arrête ? Non, il n'y a aucune accusation. Aucune preuve matérielle, aucun acte criminel, juste une femme qui a compris comment fonctionne la peur. » Graves passa une main dans ses cheveux. « Et les autres ?» Hugh Denby a tenté de se protéger. Henry Calthorpe s'est retrouvé pris dans un piège dont il ignorait l'existence. Elizabeth Gray, elle, est intelligente, mais pas cruelle. Graves soupire. « Ce n'est pas tout à fait justice. » « Non, acquiesça Miss Marple. Mais c'est vrai. Ce soir-là, le village reprit ses activités habituelles avec le soulagement là de ceux qui avaient échappé de justesse au scandale. La foire des récoltes fut reportée d'une semaine, le WI se tourna vers les étiquettes de confiture et le nom de Léonard Blackwell commença à s'effacer dans le brouhaha de Little Witchwood. Elizabeth Gray reçut une lettre discrète l'informant que le testament de Léonard l'indiquait bien, mais avec une clause stipulant qu'elle devait rester à Little Witchwood pendant une année entière avant de pouvoir accéder à son legs. Elle resterait. Elle n'avait nulle part où aller. L'avenir de Hugh Denby était incertain. Son nom n'a jamais été officiellement associé au scandale, mais sa réputation avait déjà commencé à s'envenimer. Henry Calthorpe est parti discrètement vivre chez ses cousins à Bath, et Marjorie Blackwell, toujours aussi digne, recommença à assister aux offices du matin. Vêtue d'un anthracite profond, elle était assise seule au 3e banc, ses gants repliés sur ses genoux, l'air indéchiffrable. Seule Miss Marple, assise plus au fond, remarqua la nouvelle broche que portait Marjorie. Un grenat ancien, subtil et élégant. Pas un bijou de deuil précisément, mais presque. Miss Marple sourit faiblement. La nature humaine, pensa-t-elle, était un jardin de motivation. Certaines florissantes, d'autres enfouies, mais même dans le sol le plus sombre, quelque chose poussait toujours. Et la vérité, si elle était entretenue avec soin, avait une façon de s'épanouir. Pendant plusieurs jours, le village a cru que l'épisode allait simplement disparaître, tel un cygne survolant des eaux troubles. La garden party a été discrètement effacée de la mémoire collective, les photos n'ont jamais été développées, les propos n'ont jamais été répétés et les funérailles de Léonard Blackwell, bien que modestes, ont été curieusement bien suivies. Pourtant, personne à Little Witchwood n'oubliait vraiment, pas vraiment. Derrière le silence poli subsistait quelque chose, des questions non posées, un malaise non exprimé et le sentiment profond que quelqu'un s'en était tiré. Miss Marple, bien sûr, n'avait pas oublié. Elle ne l'avait jamais oublié. Elle n'avait pas non plus encore accompli la tâche qu'elle considérait comme la plus importante. Ne pas se contenter de résoudre le crime tel qu'il était, mais rétablir l'équilibre dans un monde légèrement déséquilibré par la peur, les secrets et la vanité. C'est ainsi que, par un mardi matin brumeux et voilé, elle invita l'inspecteur Graves, Elizabeth Gray et Marjorie Blackwell à prendre le thé à Rose Cottage. Son salon était chaleureux et subtilement parfumé de citron et de carvi. Les tasses à thé formaient un ensemble dépareillé mais charmant, chaque invité se voyant attribuer une fleur différente. Rose, violette, jonquille. Elisabeth reçoit la violette, Marjorie la jonquille. Graves, bien sûr, buvait dans une simple tasse blanche dont le bord était légèrement ébréché. Il paraissait légèrement gêné au milieu des broderies et des napperons. « J'imagine que vous vous demandez pourquoi je vous ai tous réunis, » dit Miss Marple en versant d'une main ferme. « Mais je trouve que la clarté est meilleure quand les gens sont assis. Face à face, il y a moins de place pour l'invention. » Marjorie haussa un sourcil. « Est-ce une enquête, Miss Marple ?»« Non, mes chers, juste un petit coup de taille. Certaines vignes emmêlées ont besoin d'être taillées avant d'étrangler ceux qui restent debout. » Graves se pencha en avant. « Alors soyons directs. Vous croyez que Léonard Blackwell a été assassiné ?» Miss Marple esquissa un léger sourire. Pas au sens traditionnel du terme, sa mort, comme l'a constaté le coroner, était due à une crise cardiaque. Mais je pense que nous savons tous que ce n'était pas seulement une crise cardiaque. La mort de Léonard est provoquée, cultivée. Elisabeth baissa les yeux vers sa tasse. Marjorie sirotait, calme et sereine. « Commençons par le commencement, » dit Miss Marple. Léonard était un homme qui s'épanouissait dans la manipulation. Il collectionnait les secrets comme des timbres soigneusement classés, parfois admirés, parfois troqués. Il a falsifié les initiales d'Henry Calthorpe sur un virement financier, non pas pour voler des fonds, mais pour obtenir un effet de levier. Graves hocha la tête. « Nous confirmons cela. » En effet, il utilisa ensuite ces lettres, l'une à Marjorie, l'autre à Elisabeth, l'autre à Henry, comme une ultime forme de contrôle. Un message à chacun d'eux, ils n'étaient plus seulement redevables à lui, mais exposés par lui. Sauf qu'il sous-estimait quelque chose. Miss Marple regarda directement Marjorie.
Il a sous-estimé la patience d'une femme intelligente et lésée. Marjorie ne dit rien, mais sa main se serra plus fort sur sa tasse de thé. Vous ne l'avez pas tué par le poison ou la violence. Vous lui avez simplement permis de ressentir pour la première fois ce qu'il avait infligé à d'autres pendant des décennies. Vous lui avez laissé croire que vous étiez prêt à le dénoncer. Vous avez laissé la photo quelque part où il la retrouverait, peut-être dans son bureau ou dans un livre. Quelque chose de si intime, si apparemment accidentel, qu'il aurait cru au pire. « Je ne lui ai jamais envoyé », dit Marjorie calmement. « J'ai simplement arrêté de faire semblant de ne pas savoir. » « Exactement », acquiesça Miss Marple. Et cela suffisait. Elisabeth leva les yeux cernés. Il voulait faire de moi son héritière. Je ne lui avais pas demandé. Non, dit doucement Miss Marple. Mais Léonard aimait attacher les gens à lui avec des cordons de soie déguisés en cadeaux. Ton héritage t'a apporté une anécosta dans ce village, liée à l'écho de sa présence. J'imagine que tu l'as déjà ressenti. La gorge d'Elisabeth se serra tandis qu'elle avalait. Oui, grave, s'éclaircissant la gorge. Et Denby, Miss Marple hocha la tête. Hugh Denby était malin à sa manière, mais sans subtilité. Il tente de se protéger en rendant de vieux documents, peut-être avec une menace voilée de dénonciation. Mais il manquait de finesse à Léonard. Il ne tua pas. Lui, ça n'a fait que secouer la cage. Elle se tourna vers Marjorie. Mais vous, Madame Blackwell, vous avez compris ce qui effrayait le plus Léonard. L'idée que ses secrets n'étaient plus secrets. Vous lui avez donné juste assez de cordes et attendu qu'il la resserre lui-même. Marjorie posa sa tasse avec un léger clic. Alors, tu as résolu le problème. Et maintenant, rien, dit simplement Miss Marple. Pas d'accusation, pas de déshonneur public, juste la vérité. Grave parut déchiré, mais ne dit rien. Elisabeth fixait ses genoux, Marjorie inclina le menton, il contrôlait cette maison, ce village, moi, pendant près de 40 ans. Et finalement, il n'a fallu qu'une photo. Ni falsifiée, ni fabriquée, juste montrer, ce n'est pas un meurtre, Miss Marple. C'est la justice. Il y eut un long silence, puis Miss Marple parla plus doucement qu'avant. Je suis d'accord. Mais la justice est multiple. Léonard est mort effrayé et seul, persuadé que son empire s'écroulait. C'est votre faute. Mais ce n'est pas de la culpabilité que je lis sur votre visage, Madame Blackwell. C'est un triomphe. Et c'est, je crois, ce qui rend la chose dangereuse. Marjorie soutint son regard. Je n'ai aucune intention de faire du mal à qui que ce soit. Je sais. Mais la vérité, une fois découverte, a tendance à persister. Parfois, ce n'est pas le crime qui compte, mais ce qu'il nous apprend sur nous-mêmes. Elisabeth leva finalement les yeux, sa voix était calme. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Miss Marple lui adressa le plus petit et le plus gentil des sourires. Ces secrets, aussi soigneusement gardés soient-ils, finissent par trouver leur clé. Plus tard dans la soirée, après le départ de ses invités, Miss Marple s'assit de nouveau à son bureau. Elle sortit son carnet et parcourut les dernières pages. La formule fatale de Blackwell, contrôle par le secret, exposition par suggestion, mort par terreur, elle a souligné la dernière entrée et a ajouté une dernière note. La troisième clé de la boîte aux lettres n'a jamais été une arme, mais un symbole. L'illusion de sécurité. Et lorsque cette illusion s'est brisée, Léonard Blackwell l'a fait aussi. Puis avec un soin délibéré, elle ferma le carnet, se leva et tira les rideaux pour contrer le crépuscule qui tombait. Dehors, le vent agitait les haies et murmurait contre la boîte aux lettres. Et à l'intérieur, Rose Cottage restait assez sûr, non pas parce qu'il n'avait pas de secret, mais parce qu'il comprenait le prix à payer pour les garder. Les derniers jours d'octobre arrivent rapidement à Little Witchwood, teintant le village de tons cuivrés et roux, comme si la nature elle-même tentait d'effacer les péchés de l'été sous une tapisserie de feuilles mortes. Les jours raccourcirent, l'air se fait plus frais, et avec le changement de saison, l'humeur du village change subtilement, mais avec intensité. Un silence s'était installé, non pas de chagrin, mais de résolution. Le nom de Léonard Blackwell était désormais rarement prononcé à voix haute, ni à la poste, où Miss Gregg reprenait son classement minutieux des colis, ni au Hare and Fern, où le propriétaire avait retiré la chope habituelle de Léonard de son crochet au-dessus du bar, ni à l'église, où les sermons du révérend Calthorpe s'orientaient vers des thèmes plus doux, comme pour tenter d'insuffler le pardon dans un sol encore trop amer pour être planté. La vie, comme toujours, avait repris son cours, mais pas tout à fait là où elle s'était arrêtée. À Primrose House, Marjorie Blackwell se mit à arpenter les allées du jardin chaque matin, coupant les têtes fanées des rosiers tardifs et ne parlant à personne. Ses robes noires passèrent du deuil à l'aspect pratique. Les habitants, peut-être par respect ou par politesse prudente, la regrettaient comme on salue un monument qui peut s'écrouler à tout moment, mais qui ne s'écroule jamais vraiment. Elle ne fait aucune mention de Léonard, ni à ses amis, ni au notaire chargé de la liquidation de la succession, ni même au vicaire, qui lui rend visite à 2 reprises et quitte la maison avec des remerciements polis et peu de conversation.
Mais elle a, à une occasion, rendu un seul objet à l'église. Une plaque de laiton portant le nom de Léonard, destinée à être fixée sur un nouveau banc près du cimetière. Elle a décliné l'hommage, discrètement. Finalement, à l'autre bout du village, Elizabeth Gray restait au cottage de sa mère. On la voyait plus souvent au marché, manches retroussées et cheveux en bataille, riant de manière inattendue à une blague du fils du boucher. Bien qu'elle portait encore des gants, ils étaient habillés d'un matériau plus doux, la laine, et non le cuir. Et même si les clés de sa maison ne portaient de plus de troisième compagnon, elle se tenait avec une confiance née, non pas de la victoire, mais de la lucidité. Après avoir déposé son rapport final d'essai de cause naturelle, aggravé par un stress psychologique, l'inspecteur Graves retourna à son bureau au siège du comté avec un profond malaise. Aucune arrestation, aucun scandale, aucune enquête officielle n'avait eu lieu. Et pourtant, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que la justice avait été rendue par de mauvaises mains ou peut-être simplement par des personnes plus subtiles que les siennes. Il n'en parlait plus autant à voix haute, mais il recommençait à lire des romans policiers en particulier. Des romans discrets, où le méchant était vaincu non par des coups de feu ou une poursuite, mais par quelque chose de bien plus ancien et familier, la conscience. Et quant à Miss Marple, elle restait exactement là où elle avait toujours été, à Rose Cottage, tricotant sur la véranda ou taillant ses hortensias tardifs. Les voisins allaient et venaient avec des biscuits, des questions, ou les deux. Elle leur offrait du thé, des conseils, et parfois un léger sourire qui semblait d'en savoir un peu plus qu'il n'en fallait. Un après-midi, environ une semaine après le thé avec Graves et les autres, elle reçoit la visite de la jeune Madame Finch. « Il fallait absolument que je vous demande, Miss Marple, » dit-elle en s'agitant nerveusement dans le fauteuil du salon. « On dit que vous avez résolu le problème, que vous saviez qui l'avait fait depuis le début. » Miss Marple leva les yeux de son tambour à broder. « Résolu, ma chère ? Oh non, j'ai juste observé. Mais tu savais que ce n'était pas seulement son cœur, je savais que Léonard Blackwell faisait rarement les choses à moitié, y compris mourir. » Madame Finch fronça les sourcils. Alors, était-ce un meurtre ? Miss Marple eut un léger rire. Quel mot affreux, meurtre ! Tellement catégorique, tellement noir et blanc. Je pense plutôt que M. Blackwell est décédé d'une couleur qu'il avait lui-même créée. Un gris profond, terni par des années de cruauté. Madame Finch ne suivit pas tout à fait, mais accepta un biscuit et hocha la tête tout de même. « J'espère vraiment, dit-elle en se levant pour partir, que rien de tel ne se reproduira plus jamais ici. » Miss Marple pencha la tête. « Oh, ma chère, dit-elle doucement, dans un village comme celui-ci, il se passe toujours quelque chose. Ce ne sont pas les crimes qui changent, ce sont ceux qui les commettent. » Le dimanche suivant, le village s'est réuni pour un événement d'un genre nouveau. Le dévoilement discret d'une plaque à la mémoire de plusieurs contributeurs du village, dont, ostensiblement, Léonard Blackwell. La plaque en laiton portait les noms de paroissiens et de bénévoles de longue date, et si beaucoup remarquèrent l'absence de Léonard, personne ne la remarqua. Le silence, à cet instant, résonna plus fort que les mots. Elizabeth se tenait avec Miss Marple à côté du mur recouvert de lierre, son expression indéchiffrable. « Est-ce qu'ils penseront toujours à lui quand ils verront ça ?» demanda-t-elle. Miss Marple secoua la tête. « Non. Les gens finissant par oublier, mais pas complètement. Le souvenir s'adoucit. Il devient partie intégrante du passé. Ce n'est pas qu'ils oublient le scandale, c'est qu'ils se souviennent de la personne avec une netteté plus subtile. » Elizabeth y réfléchit. « Et Marjorie ? Elle sera laissée tranquille. C'est ce qu'elle voulait. Et maintenant, elle l'a. » Il y eut une longue pause. « A-t-elle gagné ?» demanda Elizabeth à voix basse. Miss Marple se tourna vers elle, les yeux gentils mais clairs. « Personne ne gagne à se faire justice soi-même. On survit. Tout. Simplement. » Elizabeth ne dit rien, mais elle se redresse un peu. Plus tard dans la journée, Miss Marple écrivit une dernière note dans son carnet. Elle le fit lentement, avec une plume fine et une encre soignée, les pages désormais remplies d'observations, de liens et des plus infimes détails qui avaient transformé un décès en révélation. Note finale, Léonard Blackwell est mort alors qu'il vivait seul, bien que encerclé. Sa troisième clé n'a jamais ouvert une porte, mais elle a révélé une vérité. Même le pouvoir, une fois trop serré, peut causer sa propre perte. Elle a souligné la phrase. Puis elle ferma le carnet et le plaça soigneusement dans le deuxième tiroir de son bureau, sous un presse-papier en forme de rouge-gorge. Et sur ce, Miss Marple retourna dans son jardin où le vent d'automne agitait les dernières feuilles et où le ciel au-dessus de Little Witchwood commençait enfin à s'éclaircir.